On voyait que les Américains devaient marcher sur leur fierté et leurs principes. Une liberté de penser. Mais il le fait d'une façon particulièrement grossière et maladroite. Une force internationale. Et même, on va plus loin. Luc La Liberté, T. Alors, Luc, hier, Trump s'est lâché lousse, puis il a lancé une salve d'insultes. Envers qui? Ah, écoute, envers tous ceux qui sont pas d'accord avec lui, finalement, mais essentiellement, ce que toi et moi, on ne ferait pas, je pense, c'est ce que à peu près n'importe quel autre citoyen américain, politicien ou pas, n'oserait faire. Il s'est défoulé sur d'anciennes victimes de Donald Trump. Il a été condamné, par exemple, contre E. Jean Carroll, on le sait, pour diffamation et agression sexuelle. Je suis toujours hébété quand je constate qu'on a tendance à oublier ça. Donc, il a été condamné pour ça et il s'en est pris hier à sa victime, donc à Mme Carroll. Il s'en est pris hier et ce matin au juge Merchant, celui qui préside le procès qui va probablement se clore bien possible la semaine prochaine, peut-être cette semaine, mais plus la semaine prochaine. Donc, il s'en est pris donc encore à un système de justice qu'il considère être corrompu. Donc, on sait, on vit dans une période où M. Trump se sauve de tout ça. Moi, ce que j'ai surtout remarqué hier, puis c'est comme ça va avec la polarisation à laquelle on assiste, mais quelque chose qui relève de l'anormal également. On avait le président Biden hier qui se comportait comme on a l'habitude de voir les présidents se comporter pour le jour du souvenir, le Memorial Day. Donc, on honore la mémoire de ceux qui ont perdu la vie au combat, puis on ramène souvent ça à l'idée ou à l'idéal de la démocratie. On sait qu'il y a d'autres motifs pour intervenir à l'étranger bien souvent, mais on dit ils sont morts et c'est pour un système de valeurs et pour un système politique dans lequel on croit. Donc, président Biden, hier, tout en respect, tout en nuance, tout en devoir de mémoire. Et de l'autre côté, Donald Trump qui, une fois de plus, refuse le côté rassembleur et lui va houspiller littéralement tout ce qui bouge contre lui, donc dans ce qu'il considère être le camp adverse. Mais ça montre bien là où on en est. Je trouve que c'était très révélateur la journée d'hier de cette période un peu folle qu'on traverse. Et d'ailleurs, les républicains refusent toujours de s'engager à reconnaître le résultat des élections. Quand je dis qu'on vit parfois dans un univers parallèle, je défie nos téléspectateurs, téléspectatrices de trouver le nombre de fois avant, au 20e siècle, dans l'histoire américaine, où on a eu à s'inquiéter de la transition entre un président et un autre et des résultats d'une élection. On s'est déjà inquiété de ça. On a déjà demandé à des tribunaux. Tu rappelles souvent l'exemple de Gore et Bush en 2000, où finalement Al Gore s'était rendu à la raison, mais également aussi avait permis la continuité pacifique en cessant ses recours devant les tribunaux. Et George W. Bush est devenu président. Donc, mais combien de fois a-t-on attaqué? D'abord, a-t-on refusé de reconnaître les résultats d'une élection? Parce qu'il y en a beaucoup qui reconnaissent toujours que l'élection 2020 a été volée, que Donald Trump devrait être à la Maison-Blanche présentement, et il y a tous ceux qui refusent de dire en 2024, on va accepter les résultats. C'est dangereux. On sait qu'il y a une partie de l'électorat qui en a ras le pompon, qui en a marre du système. Et puis souvent avec raison. Là, il y a des choses qui se passent à Washington ou en politique contre lesquelles on ne peut que s'élever. Mais de là à ébranler tout un système ou à le remettre en question complètement, on parle de renverser le système. C'est là où je dis Donald Trump et les républicains se livrent à un jeu qui est dangereux. On entretient cette grogne-là. Quelqu'un comme Bernie Sanders avait fait la même chose, par exemple, du côté des progressistes. On pense pas toujours à associer Trump à Sanders, mais Bernie Sanders n'allait jamais aussi loin que ce que fait Donald Trump. Mais quand on voulait voter contre l'establishment ou voter contre le système, on pouvait aller aussi contre Bernie Sanders qui critique ce système-là. Mais il ne va jamais aussi loin que ce qu'on propose du côté d'une certaine droite. Pas de toute la droite, mais d'une certaine droite. Parlant de la droite, parle-nous de ce qui se passe en Louisiane. Ouais. Écoute, il y a des choses que je pensais pas voir. Je pensais pas avoir à commenter. La fin de Roe versus Wade, c'est probablement le jugement de la Cour suprême qui, jusqu'à maintenant, m'a le plus étonné. Parce que la stratégie républicaine, c'était toujours de diminuer, finalement, ou d'atténuer, de limiter l'accès à l'avortement. Il y a personne, je pense, qui pensait gagner sur toute la ligne dans la question de l'avortement chez les pro-vie. Donc,
quand on a cette Cour suprême qui est très conservatrice, moi, je faisais de ceux qui auraient parié avant qu'on rende la décision là, sur l'avortement, qu'on limiterait le nombre de semaines auxquelles on a accès à un avortement, mais jamais j'aurais mis, entre guillemets, mon argent ou j'aurais parié qu'on renverserait carrément Roe versus Wade. Pourquoi je dis ça? C'est que ça fait des années, ça fait 25 ans que je commente la politique américaine, 30 ans que je l'enseigne, l'histoire et la politique. Je voyais les gens gruger lentement mais sûrement l'accès à l'avortement et il y avait plusieurs angles d'attaque. Mais maintenant qu'on a gagné à la Cour suprême, c'est-à-dire que si on est un conservateur, on a, écoute, plus que ça à quoi on s'attendait. On a renversé Roe versus Wade. Maintenant, c'est de limiter encore plus l'accès à toute forme d'avortement. Et en Louisiane, c'est un long détour pour arriver au creux ou au cœur du sujet, mais c'est important. Ce qu'on vient de déterminer maintenant, c'est que les pilules abortives, ces fameuses pilules qu'on donne pour provoquer les avortements. La pilule du lendemain, là, qu'on dit. Là. La pilule du lendemain. Ce n'était pas sur la liste des médicaments dangereux. Il n'y avait pas de raison médicale ou scientifique d'inscrire ça sur la liste des médicaments dangereux. Et c'est ce qu'on vient de faire en Louisiane. Et ça peut ouvrir la porte. Si on permet ça, ben c'est peut-être finalement quelque chose qui va faire boule de neige et qu'on va aller chercher dans les autres États qui limitent de manière très agressive le recours à l'avortement. Mais comme tu dis, il n'y a aucune raison médicale ou scientifique de mettre ça sur la liste autre que idéologique. C'est tout, là. Voilà. Et on met ça sur la liste des médicaments dangereux. Écoute, là. C'est là où je dis l'idée, c'est de limiter. Tu peux encore l'avoir, la pilule abortive, mais avant, c'est que tu pouvais l'obtenir sans nécessairement avoir de rendez-vous médical. Et maintenant, ce qu'on oblige, c'est pour avoir accès à la pilule, vous allez devoir aller rencontrer votre médecin. Ou encore, ça peut être une amende particulièrement sévère ou aller jusqu'à l'emprisonnement pour avoir détenu donc une substance inscrite sur la liste des médicaments dangereux. Puis on l'a mis là, pas pour des raisons, je reviens là-dessus, là, physiques ou tout ça, c'est strictement pour des raisons biologiques. Ça, c'est là où la science et la politique s'entremêlent de façon dangereuse. C'est la même raison, Richard. Quand on limitait avant l'accès à l'avortement, on le faisait en exigeant des cliniques qui pratiquent l'avortement la même qualité puis la même quantité de soins que ce qu'on exigeait d'un hôpital. C'était complètement démesuré. On mettait ça sur le compte de protéger la santé de la femme, mais rien n'indiquait que les cliniques qui pratiquaient l'avortement n'étaient pas sécuritaires. Donc, quand on dit que c'est idéologique, on se trouve finalement un autre motif qui passe mieux aux yeux de la population, mais l'idée est toujours de limiter le droit à l'avortement. Écoute, on va s'en reparler demain parce qu'on n'a pas le temps, mais là, le Netanyahou qui devait parler au Congrès avec ce qui s'est passé à Rafah hier, là. On disait, Biden, il n'y a pas beaucoup de sorties gagnantes. C'est un catch-22, on s'en sort pas. Il n'y a pas de sorties gagnantes. Monsieur Biden réfléchit aujourd'hui. Donc, écoute, je t'écoutais avec les invités juste avant moi, avec Marie puis Jean-François. On a vu le gouvernement canadien bouger. Il y a peut-être une part d'électoralisme là-dedans. Mais aux États-Unis, Biden est coincé avec la patate chaude. Mais ça devient quasi impossible de défendre Israël. Mais aujourd'hui, on réfléchit. Écoute, ça m'étonnerait qu'il ait parlé devant le Congrès dans la situation, dans le contexte actuel, mais on verra. Merci beaucoup, Luc. Bonne journée. Bonne journée, Luc a laissé tomber la cravate un peu ce matin. Merci. Un peu ce matin. Salut. Merci à toute l'équipe formidable avec qui je travaille. Merci pour votre grand travail. À la recherche, Florence Lamoureux. À la réalisation, la mise en onde, Jean-François Roy. À la mise en ligne, Jessica Giroux. On se reparle au prochain épisode.